Salut salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et donc vous l'avez vu pour un nouvel atelier de lecture. De nouveau j'ai 4 livres à vous présenter, c'est des livres que j'ai lus à la toute fin du mois de janvier et au tout début du mois de février. Oui je sais, au moment où on sort cette vidéo ça fait plus d'un mois, mais c'est comme ça que voulez-vous, je suis à la bourre. Bref, on y va, c'est parti. Fin janvier, j'avais pas envie de commencer ma page du mois de février avant l'heure, donc j'ai commencé Le vol de cigogne de Jean-Christophe Granger. Ça faisait pas longtemps qu'il était dans la page, je sais même plus si je vous l'ai montré en book haul. Je crois que je l'avais pris dans une boîte à lire au mois de décembre, donc vraiment ça faisait pas longtemps que je l'avais. Et dans cette histoire, on va suivre... Comment il s'appelle? Louis, c'est ça. Louis qui est étudiant, enfin c'est un étudiant de 30 ans, c'est-à-dire qu'il a passé toute sa vie à étudier. Il n'a pas vraiment besoin de travailler parce qu'il a des parents adoptifs qui lui filent de l'argent et qui lui payent son appart. Donc en gros, il n'a pas vraiment besoin de travailler, donc il avait pris son temps pour faire ses études. Sauf que là, du coup, il a enfin arrêté les études et il cherche quelque chose à faire. Et il va rencontrer un homme par l'intermédiaire de sa mère adoptive, je crois que c'est ça, qui s'occupe des cigognes. En fait, c'est un homme qui vit en Suisse et qui, chaque printemps et chaque automne, je crois que c'est ça, suit le départ et le retour des cigognes, donc de leur migration en fait. Et il s'est aperçu que sur l'année d'avant, il y a peu de cigognes qui sont revenues et il se demande pourquoi, il se demande qu'est-ce que c'est que ce délire, qu'est-ce que c'est que ce bazar. Et donc il demande à Louis de suivre les cigognes. On est à la fin de l'été, quelque chose comme ça. Et donc il les demande de suivre leur départ vers l'Afrique pour voir ce qui se passe pendant la migration, voir s'il y en a qui se barrent, il y en a qui disparaissent, qui fait quoi aux cigognes. Et donc Louis accepte, sauf que juste avant qu'il parte, cet homme va décéder dans une situation assez bizarre, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et à partir de là, on va découvrir un truc chelou sur cet homme et sur les cigognes et sur une espèce de... un truc en lien avec cette migration qui se fait chaque année. Donc Louis va quand même décider de partir parce qu'il a quand même été payé pour le faire. Donc il se dit c'est pas parce qu'il est mort que j'y vais pas. Donc il commence à suivre les cigognes. Et à partir de ce moment-là, ça va partir en live, mais là on devient puissant, on est quand même dans un thriller. En fait il va découvrir, donc il va voyager, il va faire tous les pays que font les cigognes pour leur départ avant d'arriver en Afrique. Jusqu'à l'Afrique d'ailleurs, et il va au fil de son voyage, il va rencontrer des hommes qui sont chargés de surveiller les cigognes, un peu comme le gars de la Suisse, je sais plus comment il s'appelle, et il va découvrir petit à petit des choses assez suspectes qui se passent en rapport avec cette migration, en rapport avec ces cigognes, des choses que font les hommes à d'autres hommes, des trucs hyper chelous, hyper bizarres, et plus il va avancer, plus ça va devenir sombre, et plus ça va devenir what the fuck, mais alors vraiment, on part dans des délires les gars, les gens ont des idées de fous en fait. Bref, voilà pour l'histoire. Franchement, j'ai adoré ce livre, c'était vachement bien. Le seul petit reproche que j'ai à faire, c'est qu'il y a des petites longueurs quand même. De temps en temps, et je me disais, mais c'est quoi ce délire? Enfin, je sais pas que je m'ennuyais, c'est que je voyais pas vraiment l'intérêt de ce que j'étais en train de lire. Et l'intérêt ne s'est pas, comment dire, n'a pas émergé après plusieurs pages lues. Pour moi, ça reste, du coup, pour moi, il y a des longueurs dans ce livre. Par contre, et ça, je l'ai appris en cours de lecture, parce qu'en cours de lecture, j'ai lu le petit paragraphe après le résumé qui dit « Suspense, imagination, vérité documentaire, ce thriller captivant, véritable coup de maître est le premier roman de l'auteur. » Voilà, c'est le premier roman de Jean-Christophe Granger et franchement, pour un premier roman, c'est juste génial. J'ai adoré, on a du suspense, on veut savoir c'est quoi ce délire avec ces putains de cigognes. Franchement, j'ai adoré, je ne savais pas du tout de quoi ça parlait, je ne connaissais même pas l'existence de ce livre avant de le trouver dans la boîte à lire. Et franchement, j'ai adoré, j'ai qu'une hâte maintenant, c'est de lire Les Rivières pourpres, qui est un petit peu the livre écrit par Jean-Christophe Granger, c'est un peu son gros succès, voilà, le livre hyper connu. Du coup, c'est cool en fait, parce que pour les gros auteurs comme ça qui ont écrit plein de livres et qui ont écrit un gros livre comme Les Rivières pourpres que tout le monde connaît, et puis je sais pas, en fait je sais jamais si je dois commencer par le gros livre que tout le monde a aimé ou par quelque chose d'autre. Et comme j'avais trouvé celui-ci dans une boîte à lire, je m'étais dit bon bah pourquoi pas. Et commencer par le premier, je trouve que c'est bien en fait. Parce que si tu commences par le dernier et qu'ensuite tu lis ses plus anciens, tu risques de voir une différence au niveau du style, au niveau de la construction et de pas retrouver ce que tu as aimé dans le dernier et dans le premier. Alors que là, du coup, logiquement, vu que j'ai commencé par le premier, tous ceux qui sont sortis après, je devais avoir une évolution positive de la construction, de la narration. Je dis pas que c'est nul, hein. Franchement c'est super bien écrit, c'est super, mais je ne devrais pas être déçue par les suivants parce qu'ils ont été écrits après. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis et je sais même pas si vous êtes d'accord avec moi ou si c'est moi qui suis complètement folle, mais bref, j'ai adoré ce livre, c'était vachement cool, vachement bien, et j'ai qu'une hâte, c'est de lire Les Rivières pourpres.
Ensuite, donc j'ai commencé ma pelle de février et j'ai lu La tête sous l'eau de Olivier Adam. J'en avais parlé en vlog et j'avais dit, et c'est vrai, que j'avais peur de lire ce livre parce que c'est du young adulte contemporain et que c'est un truc avec lequel j'ai beaucoup de mal. Les ados qui passent leur temps à m'expliquer que ils vont au lycée, les profs c'est de la merde, vraiment les ados dans la globalité de la littérature me fatiguent. Donc j'ai du mal avec le young adulte contemporain. Autant j'adore la dystopie, le fantastique, la fantasy, le young adulte, j'adore ça. Mais alors, le contemporain, c'est pas mon truc du tout. Et là, j'ai adoré. Alors j'ai adoré, je pense, parce que on n'est pas dans un ado qui se plaint de son quotidien, ou alors on est avec un ado qui se plaint un peu, mais qui a d'excellentes raisons de se plaindre. Du coup, ça change. Que le prof de maths me fait chier, tu vois, ça change. En fait, on va suivre un jeune garçon. Alors, je n'ai pas son prénom et de mémoire, il n'est pas écrit dans le livre, ou alors, en tout cas, ça m'a pas beaucoup marqué. En tout cas, il n'est pas écrit dans le résumé. Donc voilà. Donc, on suit un jeune garçon qui a 15 ans, et quand le livre démarre, sa sœur a disparu. Sa grande sœur a disparu. On ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas où elle est, on ne sait pas si elle a été enlevée, si elle a fugué, si elle a été tuée, si elle a eu un accident, on ne sait pas. Donc, le livre démarre quelques mois après cette disparition, quand la famille, donc lui, le garçon qu'on suit et ses parents, ils ont commencé à se reconstruire, ils ont malgré tout continué à avancer et à vivre, même avec la disparition donc, de Léa, qui, on ne sait pas où elle est, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Son père est un petit peu en train de déprimer, enfin il est un peu en dépression, il est de base pas la personne la plus optimiste et la plus de bonne humeur du monde, et là du coup il a tendance à se renfermer sur lui-même déjà de base, il est très solitaire comme personne, et il a des tendances dépressives, c'est son fils qui nous le dit. Et du coup, avec la disparition de sa fille, il s'imagine les pires choses qui pourraient lui arriver, et évidemment, ça ne va pas. Et donc voilà, on va suivre ça, et on suit leur quotidien à eux, donc comment ça se passe, comment ils font, comment ils avancent. Et en parallèle, on a des lettres, enfin des mails, qu'écrit Léa à on ne sait pas qui, avant de disparaître. Voilà, ce sont des lettres qu'elle a écrites avant de disparaître, à on ne sait pas qui. Et donc, assez rapidement dans le livre, il y a un événement en rapport avec cette disparition qui va faire bouger les choses, qui va faire changer les choses. Mais je préfère pas vous dire ce que c'est hyper bien écrit, ça se lit hyper vite, c'est vraiment très cool. En plus, chose que j'adore, les chapitres sont ultra courts et ça, j'adore. Et vraiment, c'est vachement bien, c'est super bien abordé. Il y a en plus un thème d'actualité par rapport aux ados, encore plus d'aborder ici. Et il est vraiment bien fait. Moi, je l'avais deviné avant, parce que dans la manière dont c'est écrit, j'avais deviné le truc. Mais je pense que c'est fait pour que tu ne saches pas et que tu ne puisses pas être sûr. Bon, moi j'avais deviné, c'est pas très grave d'avoir deviné, mais je suis un peu quand même dégoûtée d'avoir deviné, mais bon, c'est pas très grave. Voilà, j'ai vraiment adoré. Et en fait, pour ceux qui se poseraient la question, la tête sous l'eau, c'est vraiment en rapport avec les émotions, avec ce qui se passe dans leur vie. Ils ont la tête sous l'eau parce qu'ils sont au bout de leur vie, enfin ils sont déprimés, tu vois. Et on a là, quand même la mer en photo parce qu'ils habitent en Bretagne, près de la mer, et que le personnage qu'on suit fait du surf. Mais ça se passe pas du tout en été, hein, voilà. Moi je pensais que ça se passait en été vu le truc et tout, mais non, pas du tout. Et je trouve ça très cool parce qu'à la toute fin du livre, ma ville, donc Bordeaux, est citée. Voilà, j'adore quand c'est le cas dans les livres, parce que du coup ça se passe en France, hein. Bretagne, France, tout ça, vous avez compris. Bref, franchement j'ai adoré et je suis très contente de l'avoir lu, et très contente qu'un auteur de young adult contemporain m'ait prouvé que je pouvais trouver un livre de ce genre qui me plaît à moi. Et du coup je vais continuer à en lire, quitte à en abandonner une petite cinquantaine avant d'en lire un autre qui me plaît. Par contre, c'est sûr que je lirai d'autres livres de Olivier Adam, c'était vachement bien, vraiment. Ensuite, j'ai lu Le Signe des Quatre, donc une enquête de Sherlock Holmes par Arthur Conan Doyle, évidemment. Alors, pour vous résumer le cycle, ça va être un petit peu compliqué. En fait, on suit Sherlock Holmes et comment il s'appelle, Watson, c'est ça, Watson, qui sont dans leur maison, qui discutent, machin, blabla. D'ailleurs, j'ai trouvé ça assez fun parce que je ne savais même pas. Mais en fait, donc je fais une petite digression et après je reviens au livre, promis. En fait, la série Elementary, je la dis à la française parce que j'ai un accent en anglais pourri. Bref, donc dans Elementary, le pitch de départ, c'est Sherlock est drogué, il doit faire une cure de désintoxication parce qu'il est drogué, il doit prendre la cocaïne, je crois, un truc comme ça. Donc ça va pas du tout, il faut l'aider. Et il y a plein de fans qui se sont insurgés en mode ah là là, mais on peut pas faire de Sherlock un drogué, blablabla. Bla, bla, bla. Sauf que la première, et je dis bien la première scène de ce livre, les premiers mots, c'est Sherlock qui s'injecte un truc dans lui, je crois que c'est de la cocaïne ou de la morphine, enfin bref, un truc dont on devient accro si on en prend tous les jours. Autrement dit, dans les livres de Conan Doyle, Sherlock est un drogué. Enfin,
super en tête. J'ai trouvé ça vraiment fun de m'en rendre compte parce qu'il y avait eu vraiment énormément de critiques sur la série à cause de ça. Alors qu'en vrai, lisez les livres de Conan Doyle les gens avant de critiquer les adaptations en fait. Bref. Et du coup pour l'histoire, en fait, donc comme je l'ai dit, on suit Sherlock et Watson dans leur maison, ils sont assis, ils sont en train de discuter, tout ça. Et il y a une femme qui vient les voir et qui leur explique que son père a disparu il y a plusieurs années maintenant et qu'elle s'est mise à recevoir des perles par la poste par quelqu'un qui a priori est lié à son père, mais elle en sait vraiment pas beaucoup. Et là, le jour où elle vient recevoir un message qui lui fixe rendez-vous et qui lui dit qu'elle peut venir avec des amis à elle, mais pas la police, si elle veut. Vu que c'est un rendez-vous tard le soir avec des inconnus, elle se dit c'est pas plus mal que j'y aille pas toute seule, tu vois. Donc elle va rencontrer cet homme-là, et cet homme va lui expliquer que effectivement il a un lien avec son père, et à partir de là on va découvrir tout un tas de trucs. Sauf qu'évidemment ça va bien plus loin que cette histoire de père disparu et de père envoyé. Il y a tout un mystère autour de ça. On va rencontrer deux frères qui sont liés avec la fille parce que leur père à eux était lié avec son père à elle. Et on va partir dans une espèce d'aventure, d'enquête et tout. J'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a dans ce livre ce que j'avais pas trouvé dans le premier livre, qui est Une étude en rouge, avec Sherlock Holmes, écrit par Conan Doyle toujours. C'est-à-dire qu'on a une vraie enquête, on voit vraiment Sherlock en action, en train d'essayer de déduire, de regarder les détails, de se déguiser, voilà. J'ai adoré ce livre, vraiment c'était vachement bien. Il y a juste la fin où ça part un petit peu en sucette selon moi, mais vraiment c'était très cool, j'ai vraiment beaucoup aimé. Depuis je me suis renseignée et ça va être très dur pour moi de lire la suite, parce que j'aimerais bien lire les Sherlock Holmes dans l'ordre dans lequel ils ont été écrits et publiés, sauf qu'il y en a qui sont quasiment introuvables. Donc voilà, je vais un peu galérer, mais c'est sûr que je continuerai ma lecture de Sherlock parce que c'est vachement bien, j'aime beaucoup, vraiment. En même temps, c'est pas de Sherlock pour rien, tu vois, c'est pas Conan Doyle non plus pour rien. Mais vraiment, j'ai beaucoup aimé. Et ce qui m'a fait sourire, en fait, c'est que j'ai vu les similitudes entre la relation qu'a Sherlock avec Watson et celle de Hercule Poirot et Hastings, donc dans les Agatha Christie. C'est pas étonnant du tout parce que Conan Doyle a créé le policier, il a créé lui-même les codes du policier. Et ensuite, on a plusieurs auteurs et autrices, dont Agatha Christie, qui ont repris ces codes-là. Et donc, du coup, voilà, c'est vraiment ouf de voir toutes les ressemblances qu'il y a. En gros, si vous aimez les Hercule Poirot de Agatha Christie et que vous n'avez pas encore lu Sherlock, et ben, lisez-les parce que c'est exactement le même genre d'histoire, avec en plus un Sherlock vachement cool. Et le dernier livre de cette update lecture, c'est Sherlock Lupin et moi, le tome 5, Le Château de Glace, écrit par Irène Adler. Et si vous avez vu ma palle du mois de février, vous devez savoir que j'étais particulièrement énervée après ma lecture du tome 4 et que en fait j'étais quasi sûre d'abandonner ce tome 5 et de pas y aller parce que j'en avais marre de la narratrice, vraiment. Et en fait, non seulement j'ai lu ce livre en entier, mais en plus, je lirai la suite. Comme quoi, je fais bien des fois d'un petit peu insister. Donc ici, on a une nouvelle enquête avec le petit Sherlock Holmes, le petit Arsène Lupin et la petite Irène Adler. Et l'histoire est racontée par Irène Adler. En fait, c'est la Irène Adler beaucoup plus âgée qui se replonge dans son enfance et qui nous raconte ses aventures avec Arsène Lupin et Sherlock Holmes. Et en vrai, ce sont deux auteurs masculins qui écrivent ces livres, pour ceux qui ne sauraient pas. Et en fait, dans le tome 4, ce qui m'avait saoulée, c'est que la narratrice, elle intervient en fait. Elle te donne des informations que les personnages qu'on suit au moment où on les suit n'ont pas. Et franchement, ça m'avait gonflé. Et je pense aussi que je m'attendais à beaucoup plus de mystère et d'intrigue dans le tome 4, et au final, il n'y a pas. Et du coup, plus les interventions de la narratrice qui me promet des trucs hyper cool, hyper fun, alors qu'en vrai, bah non, ça m'avait gonflé. Vraiment, exactement comme dans le tome 10 des Astreux d'aventures des orphelins Baudelaire, où on a un narrateur qui digresse énormément et qui nous raconte énormément de trucs qui n'ont rien à voir avec les orphelins et qui ne nous intéressent pas, en tout cas qui moi ne m'intéressent pas en tant que lectrice. Dans le tome 4, c'était pareil avec Irène Adler. Et là, j'ai pas relevé une seule intervention de la Irène plus âgée qui raconte l'histoire. Et c'était vraiment cool. Donc voilà, on a une nouvelle enquête, on est en Suisse, dans les montagnes. En fait, au tout début du livre, Irène y va parce que c'est en lien avec sa famille et tout, avec toute une histoire qu'il y a avec ses parents et tout. Enfin, je vais pas vous spoiler l'histoire de Irène et de ses parents, ce serait dommage. Mais donc elle se rend en Suisse pour ça, enfin, à cause de ça. Et avant de partir, elle envoie une lettre à Arsène et à Sherlock pour leur dire: je vais là-bas, vous voulez pas me rejoindre parce que je suis toute seule, blablabla. Et évidemment, ils la rejoignent et évidemment, il y a une espèce d'enquête et de trucs chelous qui se passent et les enfants vont enquêter là-dessus. C'est vraiment cool, j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome-là. Je pense que c'est mon préféré depuis le début.
Je dirai la suite et je sais pas quand, hein, parce que je ne l'ai pas acheté, il faut que j'achète la suite et que je la lise, mais c'est sûr que je vais lire la suite en tout cas. Voilà, du coup pour moi le tome 4 était une espèce d'erreur de parcours et là j'espère que le tome 6 ça ira mieux aussi, enfin ça ira bien aussi parce que sinon si ça fait un peu 1 sur 2 ça va pas le faire non plus, mais voilà, je me suis un peu énervée contre le tome 4 et au final j'ai adoré le tome 5. Que voulez-vous? Et j'écoute The Way I Are de Bebe Rexha en lisant cette saga. J'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé et beaucoup divagué, donc j'espère qu'au montage ça donnera un truc à peu près cohérent dans lequel j'arrive à donner mes avis, parce que c'est quand même l'objectif d'un update lecture. J'espère aussi que ça vous a plu. Je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.